Bonsoir à tous. Église du Monde porte son regard sur la Centrafrique. Alors si la situation s'est stabilisée à Bangui, le reste du pays est sous la coupe des groupes armés qui contrôlent les richesses naturelles, notamment au sud-est. Des violences survenues en mai à Mobaye et à Bangassou ont conduit des milliers de personnes à fuir vers la RDC voisine le long du fleuve qui sépare les deux pays. Le père William Rodrigue, docteur supérieur provincial des Spiritains de Centrafrique, s'est rendu sur place où les réfugiés vivent dans des conditions extrêmement précaires. Aucune ONG n'est présente. Ce sont les chrétiens congolais des villages qui aident ces réfugiés. De passage en France, le père Doctor vient nous alerter sur ce que vivent ces victimes oubliées et également nous donner des nouvelles de Centrafrique. Père, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci beaucoup de nous avoir rejoints à l'occasion de votre passage en France. On suit régulièrement ce qui se passe dans votre pays. Avant d'y revenir, peut-être dites-nous en quelques mots qui sont les Spiritains qui sont en Centrafrique, quelles sont leurs missions? Les Spiritains ont fondé l'Église, ont amené l'Évangile en Centrafrique. Ils y sont restés depuis 1894. Et là, nous sommes un petit groupe de Spiritains de 19, comptant le cardinal, l'archevêque de Bangui, qui est un Spiritain. Et là, nous sommes présents en Centrafrique et nous œuvrons en milieu urbain et en milieu rural. Et donc, en milieu rural, se trouvent nos deux communautés de Bangassou et de Mobaye qui sont énormément touchées aujourd'hui. On va y revenir. Des missions spiritaines donc disséminées un petit peu dans tout le pays, c'est bien ça? Nous sommes aujourd'hui sur 4 diocèses. Autrefois, nous étions très nombreux, donc nous étions sur plusieurs diocèses. Aujourd'hui, nous sommes réduits à 4 diocèses, dont Bangassou, Alindao, Bangui et Maïki. Voilà les 4 diocèses où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors on en vient à la situation des réfugiés centrafricains qui se trouvent en République démocratique du Congo. En raison de l'insécurité, des milliers de chrétiens ont fui cette région de Mobaye et de Bangassou. C'était peu avant l'été. Ils se sont réfugiés le long du fleuve qui sépare les deux pays. Les 3 frères de la mission spiritaine de Mobaye sont eux aussi partis et se trouvent aux côtés de ces réfugiés. L'un d'eux, le père Olaf Derenthal, nous a raconté par téléphone la situation sur place. On l'écoute, on en parle juste après. Côté congolais, c'est dans la sécurité. Il n'y a rien à craindre des tirs ou des attaques, mais c'est dans la précarité énorme. Ils vivent de ce qu'ils ont, ce que les villageois congolais leur donnent, ce que eux dans le fleuve. Quelques-uns prennent le risque de traverser sur le sol centrafricain où se trouve leur champ, mais c'est très risqué parce que si vous tombez dans la main d'un des groupes armés, que ce soit les Seleka ou Balaka, vous risquez d'être soupçonné d'être collaborateur avec eux, on vous tue. Alors ce que nous faisons, c'est côté pastoral, nous rendons visite à ces communautés en refuge ici au Congo, on les écoute, on est proche d'eux, on célèbre l'Eucharistie avec eux parce que c'est très important de donner l'espoir, l'espérance qui vient de notre Dieu pour les gens qui ont tout perdu. Et deuxièmement, nous avons en étroite collaboration congolaises établi 2 objets de santé où on peut offrir des soins gratuits à nos réfugiés et à la population congolaise des villages. Père, on l'entendait dans les propos du père Olaf, on voit que la situation humanitaire, elle est dramatique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'ONG sur place? D'ONG sur place tout au long du fleuve Ubangui qui sépare le Congo démocratique de la Centrafrique. Toutes ces populations centrafricaines se trouvent tout le long de ce fleuve, accueillies par des chrétiens du village du Congo démocratique. Mais aujourd'hui, on a du mal à pouvoir faire accéder les ONG. Pour des raisons sécuritaires? Pour raisons sécuritaires, mais pas totalement, parce qu'il y a un blocage au niveau de l'administration. Des deux pays, du coup? Non, du Congo démocratique. Oui. Du Congo démocratique, je pense qu'il y a une forte pression sur les réfugiés centrafricains qui sont appelés, selon les autorités politiques et administratives du Congo démocratique, à être amenés sur un site un peu plus en profondeur du Congo. Alors, ces populations, ils connaissent parce que ce n'est pas la première fois qu'ils traversent, donc ils savent très bien ce qu'ils vont endurer et ils préfèrent justement passer la souffrance tout le long du fleuve ici. Et donc, du coup,
ils sont complètement abandonnés. Aucune ONG n'a pu avoir accès, ni MSF, parce qu'il fallait justement remplir des exigences au niveau administratif au Congo pour pouvoir y accéder, et vraiment la population est abandonnée. Alors vous y êtes allé, c'était au mois de juin. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous avez vous observé? Aujourd'hui, on ne peut plus traverser par la voie routière de Bangui jusqu'à Alindao, Mobaye ou Bangassou. D'accord. J'ai réussi justement à avoir une place dans un avion humanitaire, donc qui m'a amené jusqu'à Gbadolité. Gbadolité, c'est un peu la capitale de Bangui, du côté Congo démocratique. Donc c'est un peu le nord du Congo démocratique qui se trouve en face justement de la ville de Mobaye et puis de Zangba. Dans le sud un peu de la Centrafrique. À ce moment, donc, j'ai réussi à avoir cet avion, mais j'ai pris la moto avec mes confrères, le père Olaf Deranta, le père Christ Roy et le père Prince Bassengue. Donc nous nous sommes rendus, nous avons visité beaucoup de sites justement de ces réfugiés-là, qui se trouvent là, accueillis par les autres du Congo démocratique. Et donc nous avons partagé un peu la souffrance avec eux. Nous avons découvert aussi que les agents pastoraux, comme des prêtres, des prêtres diocésains, sont traversés de l'autre côté. Et donc, tous les chrétiens, toutes les communautés chrétiennes du côté de la Centrafrique n'existent pratiquement plus. Donc, ils se trouvent maintenant de l'autre côté du Congo démocratique. Et même également la mission des Pères Spiritains, elle a fermé à Mobaye. Alors, donc ça a été fermé quand ça a commencé la crise, parce que nous avons reçu beaucoup de menaces. Nous avons vécu des moments où des chrétiens, des populations qui ont fui, je ne dis pas seulement les chrétiens, c'est-à-dire les populations qui ont fui, comme d'habitude le lieu de refuge c'est l'église, ont été pris au piège à ce moment-là un jour, et nous ne savons quoi faire. Et donc nous avons réussi à les évacuer vers le Congo démocratique, et nous qui pensions rester, nous avons reçu des menaces, et donc nous étions obligés de pouvoir partir. Et c'est à ce moment-là que notre presbytère a été complètement saccagé, et nous sommes restés de l'autre côté. Donc, à ma visite du côté Congo démocratique, nous avons réussi, avec beaucoup de courage, à prendre la pirogue et à repartir sur notre mission en Centrafrique de Mobaye. D'accord. Et donc, on a découvert une désolation, on a découvert une ville complètement vide. Personne. Une ville de près de 20 000 habitants complètement vidée. Et on n'en parle pas du tout dans la presse, c'est ça? Mais c'est ce qui nous étonne. C'est ce qui nous étonne. Peut-être, je me dis, les médias sont obligés de fatiguer peut-être de la Centrafrique, parce qu'il y a une redondance justement dans cette crise qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, la Centrafrique est en train d'être oubliée. Peut-être que Bangui, qui semble être plus calme, tout le monde pense que peut-être la paix s'installe, ça va mieux, mais à l'intérieur du pays, rien ne va. Est-ce que c'est pire même aujourd'hui? Vous avez le sentiment? C'est encore plus pire parce que les conditions de vie ne s'améliorent pas. Les conditions de vie ne s'améliorent pas à l'intérieur du pays. Beaucoup de mouvements de déplacement, beaucoup de gens mis en insécurité, beaucoup de gens qui manquent justement d'assistance sanitaire, alimentaire, et l'avenir aussi éducatif des enfants est mis en danger. Et aujourd'hui, on ne voit pas plus clair. Pas d'issue. Oui. Père, dites-nous, pour resituer un peu, alors on a expliqué, nous, à travers des émissions, un petit peu les ressorts de cette crise avec ces groupes, les Balaka, les Seleka, enfin les anti-Balaka. Dites-nous, aujourd'hui, donc ce sont en quelque sorte des seigneurs de guerre qui contrôlent le pays et ses richesses naturelles, sans qu'on mette la main dessus. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. On peut dire aujourd'hui, presque sur 16 préfectures, peut-être autour de 13 à 15 qui sont contrôlés par les groupes armés. Et donc, le pouvoir central de Bangui ne contrôle que Bangui avec quelques villes. Il n'a pas la capacité à aller au-delà de Bangui? Non, mais parce que justement, on avait remis la sécurité, la défense de la population entre les mains de la MINUSCA, qui est la force onusienne normalement au niveau de la Centrafrique, mais qui n'agit pas aujourd'hui. Donc, du coup, les seigneurs de guerre règnent en maître, et surtout dans les localités où se trouvent des richesses naturelles. De ce côté de Mobaye, de Bangassou, on voit très bien que c'est une zone diamantifère aussi, c'est une zone aurifère, et puis aussi il y a de grandes plantations de café, et donc du coup ils prélèvent des taxes sur des personnes, sur des marchandises, sur tous les mouvements. Et le plus grave, ce qu'on observe dans ces zones, c'est que des gros camions, des trafiquants soudanais qui s'installent pour longtemps en complicité justement avec ces seigneurs de guerre pour ramasser ce qu'ils peuvent ramasser et pouvoir repartir. Donc vous voyez que c'est
c'est aujourd'hui un enjeu, je ne sais pas comment appeler ça, un gros business qui se passe dans cette crise que nous ne maîtrisons pas. Et alors, la MINUSCA que vous évoquez, ces casques bleus, pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas selon vous? Pourquoi cette inertie, peut-être? C'est notre traumatisme aujourd'hui. Nous sommes traumatisés aujourd'hui, non pas parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a des violences entre des personnes, mais nous sommes traumatisés par l'inertie de la MINUSCA qui, sous ses yeux, se voit des gens complètement violentés et qui n'agit pas au nom d'un certain mandat que nous ne comprenons pas. C'est pour cela que la population aujourd'hui exacerbée ne sait à quel sein se vouer. Aujourd'hui, est obligé de pouvoir prendre sa sécurité en main. C'est pour cela que vous entendez par-ci, par-là, autodéfense, anti-balaka, ainsi de suite. C'est des villageois qui veulent défendre leur famille, qui veulent défendre leur village, qui veulent défendre leur communauté, et ils sont obligés de pouvoir prendre la sécurité en main. Et avec devant aussi l'inertie. Vous le défendez, ça, Père, vous le comprenez? Mais je ne le défends pas. Je ne le défends pas, mais je le comprends. Parce que ce qu'on a vécu, c'est que beaucoup de villages ont été brûlés au nom de quoi on ne sait pas. Beaucoup de maisons, beaucoup d'églises, beaucoup d'édifices administratifs ont été complètement saccagés. Vous voyez, si vous prenez tout le long du fleuve, du côté Centrafrique, Zangba, Mobaye, en remontant justement vers Bangassou, vous allez voir que c'est complètement vide. Et les hôpitaux sont détruits, les communautés, les chapelles sont détruites, les édifices administratifs sont détruits. Alors on ne sait pas pourquoi on le fait. Des villages complètement saccagés et brûlés, des gens tués. Donc personne n'est plus à l'abri de quelque chose. Donc il va falloir se défendre. Je ne le défends pas, mais je comprends un peu la position justement des villageois, des gens qui vivent un peu là. Et donc beaucoup parlent justement des milices chrétiennes, que moi je dis non. Aucun leader religieux n'a donné l'ordre à quelqu'un de pouvoir se lever pour violenter l'autre. Aucun. Et donc, il n'y a pas en Centrafrique, normalement, des milices chrétiennes. C'est des populations certainement exacerbées ou mal contrôlées, mais aussi des gens, des pilleurs, ainsi de suite, qu'on peut justement dénoncer, qui agissent aujourd'hui. Pour vous, il n'y a pas de composante religieuse dans ce conflit? Je ne crois pas. Depuis, je ne cesse de le dire. Parce que les musulmans et les chrétiens ont vécu dans ce pays depuis belle lurette. Et je l'avais déjà dit sur vos plateaux ici, c'est qu'il y a un élément d'intrusion dans ce peuple qui en fait en sorte qu'une déchirure s'est installée. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à pouvoir reconstituer les tissus déchirés. Ce sont les Soudanais, les Tchadiens? Mais bien sûr, c'est des seigneurs de guerre qui ont été amenés par les hommes politiques pour pouvoir, à la conquête d'un certain pouvoir. Et puis finalement, ces milices, ces seigneurs de guerre ne sont pas repartis chez eux. Ils sont repartis avec leurs armes s'installer justement dans les provinces pour contrôler les lieux où peuvent profiter. Voilà. Alors vous parliez de ces casques bleus qui semblent peu actifs. Monseigneur Gallagher, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, était intervenu le 19 septembre lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, en partageant la préoccupation du Saint-Siège sur l'intensification de ce conflit et en appelant à défendre davantage les civils, à ce que la MINUSCA soit plus efficace. Donc là, il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'il faut que les forces internationales soient plus actives. C'est ça aussi? Ça passe par ça? Mais la société civile qui commençait à devenir vraiment très influente au niveau de la Centrafrique a plaidé pour ça. C'est-à-dire que éclaircir le mandat des forces des Nations Unies en Centrafrique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'armée. Donc la sécurité et la défense de la population leur est confiée. Mais leur mandat reste pas clair pour nous. Imprécis. Et donc, du coup, il y a des moments où nous les voyons pas défendre la population et puis on ne sait plus où aller. Et donc, on est traumatisé, ce que je disais tout à l'heure. On est traumatisé. On semble se dire finalement, de mois en mois, d'année en année, on ne voit pas très bien l'issue à cette crise. Vous voyez les choses comment, Père, aujourd'hui? La difficulté, c'est de nommer cette crise. On n'arrive pas à nommer cette crise et du coup on passe sur des choses au moins qui n'existent pas, conflits interreligieux, conflits intercommunautaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'issue de la crise aujourd'hui, il va falloir déjà, vraiment avec la Cour pénale spéciale qui s'installe à Bangui, arrêter... Qu'est-ce que ça donne, ça, Père? Ça a été créé il y a quelques mois. Il y a quelques mois, mais je pense qu'ils sont un peu dans la phase de la composition.
Hein, donc aujourd'hui, je suis pas au courant, peut-être je suis mal informé, mais ils ne sont pas encore vraiment opérationnels. Ils sont en train de composer cette cour-là. Et je pense que la première des choses à faire, c'est d'arriver à accuser ces seigneurs de guerre, les chefs qui règnent, que tout le monde connaît, on connaît leurs couleurs, on sait ce qu'ils sont, on les voit. Ils ont été même transportés en avion jusqu'à Bangui et repartis. Ils ont été transformés en avion jusqu'à Rome et repartis. On les connaît très bien, mais on ne peut pas les arrêter. Ça, c'est une négociation pour Sant'Egidio. Qu'est-ce que c'était ce transport à Rome? Il y a eu une négociation que nous, la population a découverte qu'il y a un dialogue qui s'est passé à Rome et que beaucoup de gens l'ont dénoncé. Et je pense qu'il y a un dialogue à faire, c'est en Centrafrique qu'il fallait le faire. Il faut que ça se passe en Centrafrique. Oui. Et que les Centrafricains se regardent dans les yeux et puis se disent les choses d'une manière claire pour commencer à régler ça. Donc il va falloir arrêter ces seigneurs de guerre, surtout les leaders. Il faut les arrêter. Je pense que ça va calmer un peu ces engagements néfastes de ces milices-là qui agissent à gauche, à droite. Vous parliez de ces pillages, de ces saccages, notamment à Mobaye. Le presbytère a été pillé, beaucoup de chapelles ont été brûlées. Et sur ça, vous avez peu d'informations sur le pourquoi de ce qui se passe. Aujourd'hui, tout ça, c'est à reconstruire. Aujourd'hui, il y a à reconstruire. Il y a à reconstruire. Et nous, spiritains, on s'est dit solidaires de la population. C'est-à-dire, cette crise, tout le monde le dit, nous attendons la fin de la crise pour investir en Centrafrique. Nous attendons la fin de la crise pour faire des projets pour l'éducation, pour la santé. Mais pour nous, ce n'est pas normal. Parce qu'au moment où la crise se passe, les gens meurent, des gens souffrent, l'avenir des enfants, l'avenir éducatif des enfants est mis en déroute. Et nous disons, nous restons solidaires et nous devons redonner espoir et espérance à cette population dans le cœur des enfants. Et donc, nous continuons à agir au niveau de la santé, au niveau de l'accompagnement éducatif des enfants formels et informels. Nous continuons à agir justement aussi pour pouvoir accompagner ces déplacés qui se trouvent sur des sites complètement abandonnés et nous restons solidaires de cette population en difficulté. C'est l'Église qui est en première ligne en fait pour aider les populations aujourd'hui? L'Église a été toujours en première ligne, l'Église reste en première ligne et je pense que l'Église restera en première ligne. Ce qui est illustré déjà, quand ça chauffe quelque part, on cherche à courir et s'abriter dans une église. Mais nous n'avons pas les forces des armes, mais nous avons justement de l'amour à pouvoir mettre dans le cœur. Et justement, vous évoquiez cela, le fait de se réfugier dans des églises. On pense aussi à Bangassou, avec l'évêque, Monseigneur Munoz, qui a vu arriver 2000 musulmans qui sont actuellement encore présents dans l'enceinte, je crois, de la cathédrale et du petit séminaire, avec une situation totalement figée. Dites-nous, quelles sont les nouvelles de là-bas? Est-ce que vous savez un petit peu comment ça se passe à Bangassou? On en a parlé dans notre journal il y a quelques semaines. Au mois de mai, il y a eu un conflit très très violent justement entre des autodéfenses, des milices anti-Balaka et les musulmans de Tokoyo. C'est un quartier paisible encore. Bangassou, c'était la province encore protégée. Il n'y avait pas de crise et la cohabitation entre les communautés, ça se faisait. Mais au mois de mai, donc, un violent conflit s'est éclaté à ce niveau et il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de victimes. Et donc, Monseigneur Aguirre, qui est l'évêque de Bangassou, vraiment s'est battu avec l'appui du cardinal Zapalenga aussi, qui s'est rendu sur les lieux. Donc, ils se sont battus pour pouvoir protéger la communauté musulmane, qui est aujourd'hui installée au sein du petit séminaire de Bangassou, proche de la cathédrale, et qui est protégée aujourd'hui justement par l'Église catholique, ce qui était un très très bon signe, mais ce n'est pas une solution, c'est une solution vraiment provisoire. Il va falloir créer un couloir de rencontre et pour apaiser les cœurs et que les populations puissent reprendre leur cohabitation normale. Ça, c'est possible? Ça vous semble possible? Oui, j'y crois fermement. Je ne crois pas à une délocalisation d'une communauté, parce que la délocalisation d'une communauté amène une déchirure complètement complète. Et je pense que pour raccoler les choses plus tard, c'est encore très très difficile. Je pense qu'il va falloir travailler encore auprès de cette population, auprès de ces milices, pour pouvoir leur faire prendre conscience qu'on n'a pas d'issue. Nous sommes dans un même bateau. Il s'agit de mourir, nous allons tous mourir ensemble. Et il s'agit de
survivre, nous survivons tous ensemble. Et donc, il va falloir dialoguer et se dire les choses pour pouvoir redonner espoir aux enfants qui cherchent l'avenir aujourd'hui et qui ne voient pas si clair. Mais les chrétiens qui sont actuellement côté RDC, ça semble peu probable qu'ils puissent revenir à court terme, là, en Centrafrique, non? Durant ma visite là-bas, je pense que dans leur esprit, ils comptent repartir tout de suite. Ils n'étaient pas partis pour rester. Ouais. C'est pour cela que... C'est du provisoire qui dure. Voilà, le provisoire commence à durer et commence à devenir très difficile. Et je vous le dis même parce que j'ai été vraiment touché quand je suis reparti à Bangui. Je suis revenu à Bangui. Je suis revenu à Bangui sur une moto. J'ai fait plus de 600 km entre Badolité et Zongo, qui est la ville en face de la capitale Bangui. Et quand j'ai traversé le fleuve, en prenant la pirogue, traversé le fleuve, je suis arrivé à la capitale Bangui, j'ai voulu crier au monde. Parce que je vois encore des ministres, je vois encore des gens importants qui roulent dans de grosses voitures à l'intérieur de Bangui. Je vois encore les forces des Nations Unies avec de grosses armes qui roulent dans Bangui. Je vois encore sur 10 voitures qui circulent dans Bangui, 8 ou 9 sont des Nations Unies qui circulent, alors que quelque part, des gens meurent, des gens souffrent, des gens crient. Leur voix n'est pas portée. Et donc j'étais complètement touché et j'ai voulu crier au monde. Mais à qui s'adresser ? Est-ce que vous vous adressez à des personnalités à Bangui? Est-ce que vous êtes écouté sur ce terrain-là ou c'est compliqué d'avoir des interlocuteurs? Ben, quand je suis revenu, donc, j'ai pu toucher des autorités de l'Église, donc avec la commission justice et paix de la conférence épiscopale, et un prêtre diocésain, et puis aussi avec l'AGH, qui est une ONG allemande, qui commence à s'installer à Bangui. Donc on a monté justement un petit plaidoyer qu'on a envoyé au gouvernement. On a envoyé au gouvernement, à la MINUSCA, ainsi de suite. Et donc on a confié aussi à l'archevêque de Bangui, Monsieur Nzapalainga, dont l'aura il trouvera auprès justement de toutes ces institutions-là pour que ça soit dit. Mais j'ai reçu aussi la visite des ressortissants, des élites, les ressortissants de Mobaye, de Bangassou et autres, qui habitent Bangui, mais qui voudraient bien savoir ce qui se passe là-bas. Et donc ils se sont mobilisés, ils ont cotisé un peu d'argent et qu'on a pu envoyer par l'intermédiaire de Caritas pour pouvoir toucher aussi ce peuple-là. En tout cas, il faut que la sécurité soit rétablie pour que ces populations envisagent de repartir chez elles. Mais la grosse, ce qu'on espère, c'est la sécurité. Parce qu'ils ont opéré plusieurs tentatives de pouvoir regagner Mobaye, Zangba et autres. Mais ça a été très très dur, ils sont repartis. Il y a encore la semaine dernière, donc... mais je vous en dis aujourd'hui, dans les rues de Mobaye, je crois qu'il y a des violences de rue aujourd'hui entre les anti-Balaka, les autodéfenses, et puis les seigneurs de guerre de l'UPC et de Alidaras. Donc tant que ça ne sera pas résolu, c'est pas possible. On parlait de ce travail que vous faites pour la paix. On connaît bien sûr l'action du cardinal Nzapalainga pour pacifier les communautés, actions menées aux côtés de l'imam et du pasteur de Bangui. Dites-nous un peu ce que font les spiritains. Vous parliez de votre engagement permanent aux côtés de la population. Il y a une initiative qui s'appelle La Voie de l'Espoir. C'est construire la paix dès aujourd'hui, hein, c'est ça ? Oui, c'est construire la paix dès aujourd'hui, ne pas attendre. Alors, donc, nous avons monté justement cette association qui s'appelle Voie de l'Espoir. Comme son nom le dit, c'est pour redonner l'espoir au cœur des jeunes en difficulté. Aujourd'hui en Centrafrique. Et nous sommes rentrés en partenariat avec la Voix du Cœur qui s'occupe de l'accueil et de la formation des jeunes en situation de rue. C'est des jeunes qui se sont retrouvés abandonnés. C'est quoi les profils de jeunes que vous aidez? Si vous traversez les rues de Bangui aujourd'hui, vous avez trouvé beaucoup d'enfants qui sont en situation de rue, qui sont abandonnés. C'est lié à la crise, ça? La crise, c'est lié à la crise. Leur nombre devient de plus croissant. Et donc, le lieu aujourd'hui qui semble être efficace et qui les accueille, c'est la Voie du Cœur. Et donc, nous, spiritains, nous avons monté la Voie de l'Espoir, qui s'occupe justement de la dimension réinsertion socio-professionnelle de ces jeunes, parce que nous ne voulons pas attendre la fin de la crise pour agir. Nous voulons justement donner encore l'espoir à ces jeunes de pouvoir justement apprendre des petits métiers, faire une formation professionnelle pour pouvoir justement être actifs dans la société. Raison
raison pour laquelle nous sommes rentrés en partenariat avec La Voix du Cœur, initiée par Madame Béatrice Epaille à Bangui. Et nous travaillons beaucoup donc, nous formons des jeunes et que nous réussirons justement dans la société, mais pas seulement la socio-professionnelle, mais aussi dans la famille. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes en situation de rue, accompagnés, formés, et aujourd'hui, on leur donne la possibilité de pouvoir regagner dans leur propre famille pour pouvoir vivre avec les parents, papa, maman, ainsi de suite. Donc, nous essayons de racoler un peu des familles déchirées. Et donc, nous construisons des cases pour ces familles-là qui les ont perdues. Nous assistons des lits, nous inscrivons ces enfants dans une école, et puis nous leur donnons quelquefois aux parents ce qu'on appelle les AGR, donc des activités génératrices de revenus, un peu d'argent pour initier un petit projet, peut-être ça peut être un petit commerce, ça peut être monter un petit projet pour pouvoir trouver un peu d'argent pour continuer à encadrer l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que les parents sont démunis de leur autorité. La crise a fait en sorte que beaucoup d'enfants sont sortis de la coupe parentale. Et puis, si nous le ramenons, il va falloir aussi donner des moyens aux parents pour continuer à les accompagner. Dernier mot, rapidement, Père, c'est quoi votre prière aujourd'hui pour votre pays, pour les téléspectateurs qui nous écoutent? Ma prière aujourd'hui, c'est que tout ce que nous faisons comme action, que l'Église fait comme action, et toute personne intervenant en Centrafrique pour la paix, il va falloir que ces personnes, avec nous tous, nous puissions unir nos voix, parce que je sens un peu de cacophonie. C'est-à-dire chacun agit de son côté. Et des ONG, et des forces des Nations Unies, et l'Église. Comment est-ce qu'arriver aujourd'hui à coordonner tout ce que nous faisons pour parler d'une seule voix? Et ma prière, si l'on parle d'une seule voix, je pense que les cœurs seront touchés, les personnes seront touchées, et puis le conflit sera réglé. Eh bien, on continuera bien sûr à suivre ce qui se passe en Centrafrique régulièrement sur KTO. Merci beaucoup, Père Doctor, de nous avoir rejoints. Repassez nous voir quand vous viendrez à Paris pour nous dire un petit peu comment évolue la situation sur place en Centrafrique. J'en profite pour donner le site internet des Spiritains, si vous voulez en savoir plus sur leur mission, www.spiritain.org. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très belle soirée à tous. On se retrouve mercredi prochain. Très bonne semaine. Au revoir.